Preview. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Sport Time, le rendez-vous de l'avant-match Bénin-Lesotho, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. À quelques jours de cette rencontre déjà capitale pour les écureuils, le Bénin enregistre quelques forfaits, des forfaits majeurs pour l'équipe nationale du Bénin. Face à cette situation, quelle doit être ou quelle sera l'équipe que Michel Dussuyer pourra aligner face aux Lesotho pour permettre au Bénin de remporter les 3 points de la partie? Difficile de le dire, mais on va s'y essayer cet après-midi avec notre consultant du jour, Abdoulaye Ouzerou. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Vous êtes un ancien international béninois. Merci d'être avec nous. C'est moi. On est ensemble pour les 30 minutes plus les prolongations et on se retrouve juste après ceci. Preview. Voilà, on va y aller directement à Abdoulaye Ouzerou avec surtout cette rencontre importante pour les écureuils du Bénin qui ont entamé depuis le lundi dernier le stage de préparation dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun en 2021. Les écureuils qui sont 21 convoqués par le coach Michel Dussuyer, 24 j'allais dire pas Michel Dussuyer, mais qui entre-temps a enregistré quelques forfaits. Mais on va d'abord faire le point de ce regroupement des écureuils du Bénin qui se sont retrouvés depuis le lundi. On a eu la majorité de l'effectif déjà présent à Cotonou et ils ont entamé les préparatifs depuis le lundi. C'est le lundi voilà qu'ils ont commencé le stage de préparation et hier l'équipe béninoise a tenu sa première séance d'entraînement sur la pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Vous qui avez eu cette sensation de faire partie de cette sélection du Bénin, qu'est-ce que ça fait déjà quand on retrouve la sélection après plusieurs mois d'absence? Honnêtement, ça fait toujours plaisir. En plus, ils sortent d'une période assez compliquée où depuis quasiment 9 mois, l'équipe n'a pas pu se réunir. C'est vrai, ils ont eu ce regroupement au Portugal, mais c'est pas la même chose parce que l'ambiance n'est pas la même lors de matchs amicaux. Quand il y a une compétition, là, ils rentrent dans le vif du sujet. Il y a une compétition, une double confrontation qui s'avère être capitale parce que si on ne gagne pas ces matchs-là, ça va être compliqué pour se qualifier. À défaut, on doit prendre 4 points pour être quand même assez tranquille dans ce groupe-là. Donc forcément, ça fait plaisir en même temps aux joueurs, mais il y a quand même un peu de pression vu le contexte. Ça fait plaisir aux joueurs, vous l'avez bien dit. Et c'est dans ce plaisir où on se réjouit de se retrouver que certains sont déclarés forfaits ou sont obligés de pouvoir se passer de la sélection parce que ayant des difficultés avec le club qui n'ont pas voulu les libérer. Ça est surtout, comme vous le voyez à l'écran, de Olivier Verdon, Jordan Adeoti, de Sebier Soko, 3 joueurs qui ont été retenus par le club. Notamment, il y a d'abord Olivier Verdon qui, lui, malheureusement, a été testé positif au coronavirus avec dans son club 13 joueurs qui sont concernés. Donc, il fallait passer tout l'effectif au test et il s'est avéré que Olivier Verdon, qui est blessé, est aussi testé positif au coronavirus. Donc, il est retenu par son club. Même scénario pour Sebier Soukou, sans oublier Jordan Adeoti. Est-ce que c'était prévisible qu'on en arrive là? Oui, je suis surpris. En fait, je suis surpris que les gens soient surpris qu'on en arrive là parce que moi personnellement déjà il y a une semaine j'avais les informations que Sebier Soko n'aurait pas pu être là. C'était clair. Et pourquoi? Parce que les règles en Allemagne sont telles que Sebier Soko n'aurait pas pu être libéré par son club. On sait tous qu'en Allemagne actuellement, après le reconfinement, dès qu'un étranger arrive en Allemagne, il est obligé d'être mis en quarantaine avant de pouvoir vaquer à ses occupations. Donc c'était quasiment impossible pour Amina Bielefeld de laisser Sebier Soko déjà qu'il puisse venir après s'être blessé lors du dernier regroupement au Portugal. Exactement, contre le Gabon. Déjà c'était un problème. C'était quasiment impossible pour eux de le laisser revenir un mois après et par la suite de le perdre pour 2 semaines juste après le match. C'était quasiment impossible. Donc moi personnellement je le savais. Pour Olivier Verdon, effectivement aussi, il y avait des rumeurs, mais là j'ai eu la confirmation le dimanche dernier qu'il n'aurait pas pu être là, effectivement parce qu'il avait une blessure, mais le test du coronavirus, que moi je trouve douteux, en tout cas, ça c'est mon ami, parce que, comme je vous l'ai dit... Ça peut être aussi une politique de la part du club pour empêcher le joueur de passer. Exactement, voilà pourquoi je vous ai dit, dimanche déjà j'avais l'information
Voilà pourquoi je dis que le test, il est douteux. Il est un peu douteux parce que je pense sincèrement que les Bulgares n'avaient simplement pas envie de laisser partir. Par contre, pour Adeoti, c'était une surprise parce que là, on ne s'y attendait pas. Comme pour les deux, effectivement, c'était prévu. Pour Adeoti, c'est venu à la dernière minute, malheureusement pour le Bénin. Et d'une manière ou d'une autre, ces 3 forfaits enregistrés, comme on le rappelle, hein, ce sont quand même des forfaits de taille, surtout quand on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un joueur comme Sebia Soko qui de plus en plus devient un élément capital dans la sélection du Bénin. Est-ce que ça vient pas un peu chambouler le plan tactique de Michel Dussuyer? Clairement. Parce que quand on prend Verdon, déjà Verdon, il a été utilisé pour la plupart du temps en défense centrale. Mais lors du dernier regroupement au Portugal, il a été utilisé en milieu de terrain. Parce que effectivement, Michel Dussuyer avait déjà un plan par rapport au match retour. Surtout quand on sait qu'on aura l'absence de Stéphane Sesséan. Voilà. Donc Verdon, il aurait sûrement joué mardi ou mercredi prochain en milieu de terrain ou les autres. Donc là, il est absent et ça devient un problème. Dans le même temps, on sait qu'il n'a pas appelé Adil Léo, qui est le remplaçant direct de Verdon. Donc c'est un gros problème. Par contre, pour Seko, c'est le plus gros souci qu'on pourrait avoir parce que Stéphane Sesséan, il n'est pas là depuis un moment. Sebia Soko, c'est le leader technique actuellement de l'équipe. Déjà, il est à 6 passes décisives. Exactement. Donc, sans Sebia Soko, ça devient très compliqué quand on sait en plus que Michel Dussuyer a quand même un peu de difficulté à faire entrer les jeunes comme titulaires. On pense à Adan Tidjani qui aurait pu jouer à la place de Stéphane Sesséan comme titulaire. Mais Michel Dussuyer, c'est pas un entraîneur qui prend beaucoup de risques. Donc, il n'a pas souvent fait jouer Adan Tidjani comme titulaire. Mais là, je sais pas s'il sera presque obligé de le faire jouer parce que dans le profil de Stéphane Sesséan, il y avait Sebia Soko. Sebia Soko, il n'est pas là. Il ne reste qu'une seule personne, Adan Tidjani. Même si c'est vrai, il faut reconnaître que Sebia Soko et Stéphane Sesséan, c'est pas la même qualité. Stéphane Sesséan, c'est beaucoup plus dans la percussion. Sebia Soko, c'est beaucoup plus dans la passe. Donc aujourd'hui, Michel Dussuyer est surtout dans une situation où il va devoir faire avec et faire évoluer les jeux. Non, mais d'une manière ou d'une autre, avoir la situation où on sait qu'on est dans un contexte où c'est un peu compliqué, d'avoir les joueurs, même pour les clubs, c'est pas aussi simple. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, le sélectionneur n'aurait pas dû mieux faire d'anticiper? Anticiper, je suis pas sûr, parce qu'il a que ces joueurs-là. Je sais pas, le Bénin, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Mali, c'est pas le Sénégal, où ils ont, je sais pas, 100, 200, 300 joueurs évoluant au haut niveau. Nous, nos joueurs, on les connaît. Je sais pas, à quelques exceptions près, on sait déjà quand même qu'il y a 20 joueurs sûrs qui vont venir. Il y a souvent 2, 3 joueurs sur qui il y a des doutes. Mais, sur le gros du sujet, on sait déjà qui sont ceux qui vont venir dans Michel Dussuyer. Il ne peut pas faire autrement. C'est sûr qu'il a lutté jusqu'au bout pour avoir ces joueurs-là. Il a attendu jusqu'au dernier moment. Mais malheureusement, ils ne seront pas là. Il va devoir faire avec. En plus, n'oubliez pas que le championnat béninois, il n'existe pas depuis mars. Si le championnat existait, je pense que des jeunes comme Alfred Lekon ou encore les Rochdan Dolo qui ont quand même montré de bonnes choses en milieu de terrain. Et aussi une expérience en compétition africaine. Exactement. Ces joueurs-là auraient pu avoir une chance avec Michel Dussuyer. Mais là, ils ne sont pas en compétition, donc Dussuyer, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire avec ce qu'il a. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, Dussuyer, il est obligé de faire avec ce qu'il a et on est dans un contexte où on comptait quand même sur des joueurs clés qui ont toujours été importants dans la sélection. Mais en tant que joueur, en tant que coéquipier, quand on se retrouve avec des joueurs qui ne seront pas présents à nos côtés psychologiquement, est-ce que ça peut jouer sur l'impact, est-ce que ça pourrait avoir un impact psychologique sur les joueurs? Forcément, surtout dans ces conditions. Parce que quand vous êtes au courant qu'un joueur est suspendu 1 mois, 2 mois avant, ça vous choque pas. Par contre, si c'est dans la semaine du match que vous apprenez, que vous avez exactement à quelques jours du match que vous apprenez, que vous avez des coéquipiers surtout très importants qui seront pas là, c'est clair que dans la tête, voilà, ça vous touche un peu. Maintenant, c'est à Michel Dussuyer, c'est le rôle du manager. C'est pas juste de venir parler de 4-3-3, de 4-4-2, non. C'est le rôle du manager de trouver les bons mots afin de remotiver la troupe et de les faire comprendre que effectivement, ceux-là, ils sont pas là. Mais vous qui êtes là, c'est le moment pour vous de saisir votre chance surtout. Parce qu'il y a des jeunes qui, là, ont l'opportunité de saisir leur chance. Je pense à Adan Tidjani, je pense à Rodrigue Kossi, parce que Stéphane Sesséan, il n'est pas là, Soko n'est pas là, Adan Tidjani. Adeoti, il n'est pas là, Rodrigue aussi. Donc c'est le moment pour ces jeunes. Maman Sebou, qui déjà lui est un peu plus installé, même s'il n'a pas une place de titulaire, mais lui il est un peu plus installé, il fait partie déjà de la rotation. Par contre, les Adan Tidjani ou Rodrigue aussi, c'est pas des joueurs qui sont à chaque fois sûrs d'être parmi les 23. Donc c'est à eux maintenant de prendre leur chance et de montrer aux coachs qu'ils peuvent valablement faire le boulot si les autres sont pas là. Et la nouvelle, on l'a eu il y a de cela quelques heures. Le sélectionneur Michel Dussuyer a dû faire appel à 2 nouveaux joueurs pour pouvoir renforcer
l'effectif en l'absence de ces trois joueurs. Il s'agit bien sûr de Désiré Segbe Azampo et de Nabil Yarou, les meilleurs choix qu'il fallait faire, en tout cas qui étaient disponibles pour le sélectionneur. Il n'avait pas le choix, je trouve, hein, parce que et c'est là j'ai mal un peu pour le championnat béninois qui n'a pas repris. Parce que si le championnat avait repris, on n'aurait pas eu besoin rapidement des éléments essentiels. Voilà. On n'aurait pas eu besoin d'aller chercher des joueurs à 6000 km parce que Désiré Segbe Azampo, il est à 6000 km. Il va falloir qu'il se reconcentre, qu'il reprenne un volet, qu'il revienne au Bénin. Est-ce que une fois arrivé au Bénin, on nous annonce un retour demain, il pourrait jouer samedi? Je suis pas sûr. Déjà qu'il n'est pas un joueur titulaire. Un joueur de complément. Une fois arrivé au Bénin, en fait, en gros, je me dis, à quoi ça sert en fait, voilà, parce que c'est pour compléter le nombre. Il faut être honnête et le dire, c'est pour compléter le nombre parce qu'il va venir 2 jours avant le match, il aura pas assez d'entraînement, il va rejoindre le groupe. C'est pareil pour Nabil Yarou, qui lui, par contre, a beaucoup plus de chances d'évoluer en défense centrale si Michel Dussuyer doit évoluer avec une défense à 5 ou les autos. Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois que Michel Dussuyer joue à l'extérieur, il essaie de mettre en place une défense à 5. Nabil, il est prêt. Bizarrement, je l'ai eu il y a quelques minutes au téléphone parce que j'ai appris effectivement qu'il avait été convoqué, donc je lui ai écrit, il m'a répondu. Il est prêt parce que le championnat nigérien va commencer bientôt, je crois en début du mois de décembre. Voilà, ils sont à l'entraînement depuis un moment, ça fait un mois qu'il a rejoint le club depuis le 20 dernier. Donc le championnat va reprendre très bientôt. Il est prêt, donc pour lui, c'est aussi une opportunité de pouvoir se montrer. Ce qu'on dise aujourd'hui, il est classé numéro 5 dans la hiérarchie au niveau des défenseurs. Michel, il prend tout 24. Khaled Adenon, il est sur la fin. Peut-être après la Coupe d'Afrique des Nations prochaine, il va accrocher. Donc, Nabil a quand même un gros coup à jouer en faisant de belles prestations. Vous l'avez dit, le choix d'appeler certains joueurs, surtout qui sont un peu loin, comme Désiré Segbe Azampo, d'une manière ou d'une autre, ça vous est demandé est-ce que c'est réellement utile. Mais quand on sait que dans l'axe, on a déjà 3 défenseurs centraux. Il y a Matteo Henry qui est là, il y a Khaled Adenon qui est là, c'est des Moutonji. Est-ce que c'était aussi utile de faire encore recours à un autre défenseur central? Oui, clairement. Autant en attaque, je suis pas persuadé qu'on ait besoin de prendre un autre joueur de complément. Par contre, en défense, je pense que c'est nécessaire. Il faut faire une part à la part des choses. Que ce soit Yohan Roche ou encore Matteo Arnevi, c'est 2 joueurs qui viennent de commencer leur carrière professionnelle. C'est 2 joueurs qui ne connaissent pas le Bénin. C'est 2 joueurs qui ne connaissent pas le football africain. Croyez-moi, vous avez beau être le meilleur joueur en Europe, mais quand vous venez en Afrique, c'est différent. Parce que le football européen qu'on pratique dans les championnats européens, il est totalement différent du football africain. Totalement. Il n'y a rien à voir, que ce soit tactiquement, techniquement et surtout dans l'engagement. Donc ces joueurs-là, c'est un gros risque. On prend un gros risque en les mettant par exemple titulaire. Il faut le faire vivre. De façon progressive. Exactement, parce que c'est des jeunes joueurs en plus. C'est des jeunes joueurs au niveau du climat qui ne sont pas habitués à notre climat. Et au niveau de l'intensité, ils sont pas habitués à ça. Donc, ce serait un très gros risque que de les mettre titulaires. Voilà pourquoi la venue de Nabil est très importante. Parce que lui, on peut compter sur lui. Il a joué au Nigeria contre le Nigeria dernièrement lors de la première journée. À Ouyo, il a joué titulaire. Il a fait un très bon match. Donc, lui, c'est important d'avoir un joueur comme Nabil dans le groupe au cas où il y aurait une différence dans la défense centrale qui jouerait sûrement ça. Nabil Yarou qui, d'une manière ou d'une autre, a déjà l'expérience de l'équipe nationale. Lui qui était le capitaine de l'équipe des Buffles, il a été champion du Bénin avec les Buffles. Il a fini même meilleur joueur du championnat béninois de la saison dernière. En tout cas, on lui souhaite une bonne chance pour son retour en équipe nationale. Et nous, on a essayé de concocter un peu l'équipe que pourrait prévoir Michel Dussuyer pour cette rencontre, parce qu'au-delà de tout, il faut une équipe. Il avait dit en l'absence de Stéphane Sessegnon, il devra compter sur les jeunes pour miser sur une équipe qui pourra permettre au Bénin de s'imposer, de pallier à l'absence de Stéphane Sessegnon. Et on va voir le 11 probable que notre rédaction a proposé pour cette rencontre entre le Bénin et les autos dans les buts, comme habituellement Fabien Fanol, comme vous le voyez à l'image, Fabien Fanol qui sera, en tout cas à notre avis, le titulaire sur cette rencontre. En défense, une défense à 4 avec Youssouf Assoba qui commence à prendre quand même de l'expérience dans l'équipe nationale, qui est allié sur le côté 3 avec Cédric Moutonji, Khaled Adenon en défense centrale, David Kiki qui fait son retour en sélection, qu'on a jugé bon de pouvoir être titulaire dans cette rencontre sur le côté gauche, avec 2 milieux défensifs, l'un en relais, l'autre en récupérateur avec Maman Sebou et puis Ceci d'Almeida. Les 2 seront en tout cas au niveau accompagnés par 3 autres qui vont apporter du soutien à Sirouni au niveau de l'attaque. Il s'agit bien sûr de
Tidjani Anand qui est beaucoup plus mis en milieu central, aux côtés de Jolet Dosso sur le côté gauche et David Digla sur le côté droit. Et puis à la pointe, Steve Mounier qui sera au niveau de la pointe de l'attaque du Bénin pour déranger la défense adverse. Quand vous voyez un peu en tant que joueur pour avoir pris par la sélection, quand vous voyez ce 11 type probable que leur relation a concocté, est-ce que ça pourra faire l'affaire? Quelle est votre analyse d'abord sur cette 11? Sur ces 11, j'allais dire. Je pense qu'actuellement, c'est facile pour Michel de se faire 11 parce qu'il a pas beaucoup de joueurs. Exactement. Il a pas beaucoup de joueurs. Et puis, surtout que dans certains secteurs, ils ne sont pas aussi trop fournis. Ouais. Et compte tenu de la qualité aussi de la disponibilité. Il n'a pas le choix. Quand je regarde ce 11, je pense qu'il n'a pas d'autre choix. Par contre, je pense qu'au niveau du poste de latéral gauche, Michel Duffier, c'est un entraîneur qui a des certitudes. Il a toujours dit, son numéro 1, c'est Emmanuel Imoro. C'est son numéro 1. Emmanuel Imoro, il joue en 5e division, qu'importe. Aujourd'hui, David Kiki a retrouvé un club. Il joue en Ligue 1. Il est titulaire dans son club, il a de la compétition dans les jambes. Ouais, mais je suis pas sûr que Michel Duffier change. Je pense qu'il va honnêtement faire jouer Emmanuel Imoro le temps qu'il pourra. Peut-être que s'il ne tient pas physiquement, il le sortira. Par contre, je pense qu'il va faire jouer Emmanuel Imoro. À milieu de terrain, effectivement, il n'y a pas d'autre choix parce que Adeoti, il n'est pas là. Il y a bien sûr Maman Sebou qui est là, qui a déjà beaucoup d'expérience. C'est pas un risque de le mettre. C'est un joueur qui a toujours assuré. À chaque fois qu'on l'a mis, il a assuré. En CAN contre le Maroc, il a joué latéral droit, ce qui n'était pas son poste. Et il a très bien joué. Il a très bien joué. Exactement. J'ai même d'abord été surpris de ne pas le voir rejouer à ce poste après la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on a vu que Michel Duffier quand même hésitait à se poser latéral droit, il faisait pas assez confiance à Sedou Barazé. Il allait chercher Youssouf Fassaba qui est un très bon joueur, mais qui tactiquement très jeune, qui gagne, qui a du temps pour pouvoir gagner en expérience. Qui maintenant commence à être convoqué en équipe première de Amiens. Il était là sur les 2 derniers matchs. Une fois, il était 19e joueur. La deuxième fois, il était carrément sur la feuille de match. Mais ma crainte reste à ce niveau parce que c'est un joueur que j'ai pris le temps d'observer et au niveau de la culture tactique, je pense qu'il y a il prend beaucoup trop de risques. Pour un joueur latéral aussi jeune, c'est un peu trop risqué d'être aussi, je dirais, peut-être moins fort, aussi désinvolte dans son positionnement. Mais on n'a pas le choix, on le fait jouer à ce poste-là. Maintenant, l'autre souci, c'est David Digla, parce que pour moi, David Digla, c'est un très bon joueur prometteur à l'époque, mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il n'a pas progressé. Avec les pépins physiques qui ont eu raison de sa carrière également. Il est resté au même niveau depuis le temps qu'on le connaît, donc aujourd'hui, même à New York, c'est plus un titulaire, mais en plus de ça, ce n'est plus même un joueur sur le banc très souvent. Parfois, il n'est pas convoqué, voilà, c'est un peu intermittent. Mais Michel Duffier, il n'a pas le choix. Il va devoir faire avec cela. Il faut trouver, en fait, la bonne formule pour motiver les gars. Pour pouvoir y aller. C'est une question de motivation. Il va falloir motiver les gars en bloc pour qu'ils comprennent qu'effectivement, samedi, on a besoin d'une victoire. C'est obligatoire. On est obligé d'avoir une victoire. Et je pense que la composition que vous avez réalisée est tout à fait cohérente. Une composition cohérente. Et ce qui a beaucoup plus milité pour le choix de David Kiki, vous l'avez bien dit, Michel Duffier, il opte beaucoup plus sur la continuité, la certitude. Mais quand on sait qu'il y a pratiquement 2 semaines que Emmanuel Imoro n'a pas joué parce qu'en France, les compétitions amateurs ont été suspendues à cause de la pandémie de coronavirus où la France connaît la 2e vague, alors que de l'autre côté, on a un David Kiki qui, depuis qu'il a retrouvé un nouveau club titulaire, il joue régulièrement. Est-ce que au niveau de la fraîcheur physique, au niveau de la compétition de l'intensité, Duffier n'aurait pas un peu de difficulté pour opter pour David Kiki? C'est vrai, mais 2 semaines, il faut dire aussi que 2 semaines, c'est pas trop. Voilà, c'est pas trop. Ça aurait été un mois et demi, j'aurais pu comprendre. Mais 2 semaines, c'est pas trop. Et comme je l'ai dit, Duffier, c'est un conservateur. C'est pas un défaut. Parfois, ça peut être une qualité. C'est un conservateur. Et comme il a établi déjà une hiérarchie, c'est une hiérarchie comme quoi David Kiki est numéro 2 et Emmanuel numéro 1. Je sais pas si effectivement, sur ce match-là, il va oser changer. Parce que c'est un homme, on a appris à le connaître déjà depuis le temps qu'il est ici. Il ne prend pas beaucoup de risques. Donc, ça peut toujours venir. On attendra de voir samedi ce qui va se passer. Parce que, à part les secours, les Verdons qui sont pas là, il y a aussi quand même Michael Côté qui sera pas là, qui est suspendu. Si lui était là, j'aurais pu comprendre que Michel Duffier le mette à gauche à la place de David Digla. Malheureusement, il n'est pas là, il ne pourra pas jouer ce match. Donc, voilà pourquoi j'ai dit la composition de Michel sur cet impôt, c'est assez facile. Il n'a pas de joueur de rechange.
Il n'y a pas de joueurs de rechange et on y est, on est là, on attend bien sûr de voir le résultat du choix de Michel Destuyer avec les écureuils qui sont aujourd'hui, qui retrouvent aujourd'hui le troisième séance de la semaine en attendant bien sûr le match du samedi. Et la nouvelle à laquelle on attendait aussi tous, c'est de savoir si le match sera à huis clos ou devant un public. Et finalement, la nouvelle, en tout cas pour l'instant, l'information qu'on a, c'est que les écureuils vont évoluer devant un public, même si c'est moins, ce sera pour au moins 3000 spectateurs au stade. C'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours plaidé pour ça parce que je comprends pas pourquoi on se priverait de public en Afrique quand on sait que, par exemple, au Bénin, il y a pour le moment 41 morts du coronavirus. Dans le même temps, en Europe, en France, il y a peut-être 41 morts chaque heure, mais eux, ils jouent avec le public. Donc, il y a un paradoxe parce que j'ai l'impression que très souvent, quand il pleut à Paris, c'est Cotonou qui est mouillé, ou quand il pleut en Europe, c'est l'Afrique qui est mouillée. Moi, je comprends pas ça. Honnêtement, je comprends pas ça parce qu'on suit quelquefois à l'aveuglette les Européens. Dès qu'ils arrêtent le championnat, on arrête le championnat. Dès qu'ils arrêtent le public, on arrête le public. On n'a pas les mêmes soucis. C'est à nous maintenant de profiter de cela et de faire venir les gens au stade, tout en respectant effectivement les mesures barrières. On l'a inculqué depuis quand même 9 mois dans ce pays-là. Voilà pourquoi, pour le moment, on arrive à maîtriser cette maladie. Donc, je suis très content qu'il y ait le public, même si de toutes les façons, à Porte-Novo nous a habitués quand même à ne pas remplir le stade. Exactement. Donc, sur les 15 ou 20 000 places du stade. Et les week-ends avec la fête, c'est une histoire. C'est une autre histoire. Donc, sur les 15 20 000 places du stade du stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, il y a souvent maximum 5 000 personnes. Donc là, s'il y en a 3 000, je pense qu'il n'y aurait pas de bousculade pour aller au stade. C'est chose normale. Mais les écureuils auront au moins des chants devant eux. Ils pourront jouer en se sentant un peu à domicile. Accompagné par voilà, un peu à domicile avec les supporters et leurs chants qui accompagnent toujours. Donc là, on a eu l'information, on a eu surtout récemment la CAF qui a autorisé certains pays à jouer devant des publics. Dans le même temps, il y a des équipes qui sont obligées d'évoluer sans public. Et on a surtout le cas du Niger qui est à côté où la CAF a refusé, malgré les dispositions prises par la fédération, d'attribuer l'autorisation au Niger de jouer devant un public. On espère que pour le Bénin, les décisions prises vont permettre à la CAF de dire oui, vous pouvez jouer devant un public. Pour le Bénin, je pense que ça allait. Pour le Niger, en fait, ils ont été punis. Ils ont été punis parce que ces derniers temps, ils ont gagné des compétitions. Et il y a eu des images qui ont fuité. Les images ne sont pas bonnes pour le Niger parce qu'on a vu des stades pleins. On a vu le stade de Niger qui a joué un tournoi amical, je pense, avec le Tchad. Pour préparer le Tchad. Le Tchad, voilà. Et le stade était plein. Il n'y avait pas de masque. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et les images ont circulé de partout. Je pense sincèrement que c'est à cause de ça que la CAF a essayé de sanctionner un peu le Niger. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. On a vu à l'ouverture du stade de BMP, il y avait 50 000 personnes lors du match ASEC africain. Tout le monde n'avait pas le masque, je pense que c'est risqué quand même. C'est risqué. C'est vrai, on arrive à contenir la maladie, mais la maladie n'est pas encore finie. Donc, ce serait un gros risque d'amener 50 000, 60 000 personnes dans un stade sans masque, sans vrai contrôle. Donc, voilà pourquoi je pense que ces gars-là ont été suspendus. Par contre, nous, au Bénin, on n'a même pas repris le championnat. Le Bénin, ils ont écho de ça. Le Bénin n'a pas repris les entraînements, les stades sont fermés, il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de raison qu'on ne nous permette pas d'avoir des spectateurs au stade. Donc, ça fait plus de facteurs qui militent pour le Bénin d'avoir l'autorisation de la CAF de pouvoir jouer devant un public. Et l'adversaire du Bénin, on le sait, c'est le Lesotho qui retrouve le stade, en tout cas qui retrouve le Bénin 15 ans après la CAN Junior 2005 où cette équipe a fini troisième de son groupe. Cette CAN, on le rappelle, le Bénin qui a fini médaille de bronze et qui entre-temps a fini par se retrouver du côté des Pays-Bas pour la Coupe du Monde Junior. En parenthèse, en tant que joueur, quel souvenir vous retenez en tant que joueur, j'allais dire, quel souvenir vous retenir de cette campagne du Bénin, d'abord à la CAN Junior et puis après à la Coupe du Monde? Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs équipe nationale parce que j'étais. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs et puis mais en même temps un peu de regret parce que lors de la demi-finale on a marqué un but très tôt contre l'Égypte, on s'est fait rejoindre peu avant
la fin du temps réglementaire, on est allé au tir au but et on a malheureusement perdu. On aurait pu aller en finale, mais on s'est bien rattrapé parce qu'on a eu une médaille de bronze. Je pense que jusqu'à ce jour, c'est peut-être la seule breloque que le Bénin en matière de football au niveau continental. Et c'est un très beau souvenir. On a vu le Loto à l'époque aussi avec une équipe très scolaire dans le temps. C'était des jeunes qui sortaient des championnats scolaires pour la plupart, qui avaient un très bon fond de jeu, ils jouaient très bien. Malheureusement, au niveau de la compétition, ça leur manquait un peu physiquement. Donc j'espère ne pas voir la même équipe de l'Auto samedi, parce que à l'époque, c'était pas des gagnants, mais c'était de très bons joueurs. Donc on espère, on va attendre de voir samedi ce que cette équipe va nous présenter. On rappelle, la Coupe du Monde, le Bénin avait un bilan de 2 nuls. 2 nuls, ouais, une défaite contre l'Australie et une contre l'Australie. Et puis après, une défaite contre le Pays-Bas, un but à 0, ce qui a fini par faire éliminer le Bénin de cette compétition. Ce qui est sûr, on a encore une équipe qui se prépare pour retrouver le goût de cette compétition après l'expérience de 2013. Maintenant, pour revenir à la rencontre du samedi prochain avec le Lesotho, la délégation des crocodiles du Lesotho qui est déjà à Cotonou. Il y a de cela quelques heures, ils ont rejoint Cotonou, comme vous pouvez le voir à l'image à l'aéroport international Bernard Ganti de Cotonou. Ils sont arrivés pour cette rencontre qui est importante pour les deux équipes parce que le Lesotho a fait un nul face à la Sierra Leone et une défaite à domicile face au Nigeria. Donc, il faut se relancer dans la compétition. Et l'entraîneur de cette équipe, Thabo Senong, il a martelé à plusieurs reprises. Ils sont venus à Cotonou pour créer la surprise. On attend monsieur de voir si ils pourront réussir à créer cette surprise dans cette équipe du Lesotho qui, on le rappelle, a eu 3 joueurs qui ont été testés positifs au coronavirus. Il y a 2 membres du staff technique également qui sont testés positifs au coronavirus. C'est pour remplacer les 2 joueurs qui sont désormais forfaits, les 3 joueurs, j'allais dire, qui sont forfaits pour cette rencontre du samedi prochain. Le sélectionneur Thabo Senong a dû faire appel à d'autres joueurs pour essayer de renforcer l'effectif. Des joueurs qui étaient habituellement titulaires, mais qui ont été mis sur la liste des réservistes pour cette rencontre. Il s'agit dessus de Kopano Chika et Monoang Romalefan, voilà, qui sont 2 joueurs qui ont été rappelés pour renforcer cette équipe du Lesotho pour cette rencontre. Et on l'a eu, cette équipe de Lesotho qui avait joué en déplacement face à la Sierra Leone, qui a évolué dans un système de 4-1-4-1. On a supposé que pour ces 2 rencontres, en tout cas à domicile, ils ont évolué face au Nigeria en 4-4-2, mais en déplacement, c'était un système de 4-1-4-1, ce qui nous a permis de concocter ce 11 probable qu'on a proposé pour cette équipe du Lesotho, qui va devoir, qui a envie de résultats. Donc il faut beaucoup plus s'assurer d'une bonne assise défensive et on va revoir rapidement le résumé de cette rencontre qu'ils ont eu à livrer face au Nigeria. On le rappelle, le match qu'ils ont perdu à domicile 4 buts à 2 avec déjà on a eu les Nigériens comme à l'habitude avec Osimhen qui a été beaucoup plus présent dans cette rencontre avec cette frappe qui a été captée par le gardien de Lesotho qui a relancé automatiquement et derrière on a eu la contre-attaque, ce bon centre et après l'ouverture du score qui avait permis au crocodile de Lesotho de pouvoir ouvrir le score. Ben, c'était sans compter sur la promptitude des Nigériens, la détermination des Nigériens et leurs forces qui vont finir par renverser carrément le jeu. Déjà, quand vous voyez l'ouverture du score avec le jeu proposé par les crocodiles qui, quand même, sur les côtés, on a eu le centre, la qualité du centre. Est-ce que vous ne voyez pas que quand même, c'est une équipe qui, dans le couloir, pourrait créer de danger au Bénin? Oui, il va falloir qu'on fasse attention à ça. Surtout que Olivier Verdon n'est pas là, parce que je pense que c'est le meilleur joueur de tête de l'équipe béninoise. Il va falloir vraiment faire attention à ces joueurs du Lesotho au niveau des centres en retrait. Parce que très souvent, les équipes qui sont pas très techniques, parce que c'est le chemin le plus facile et le plus simple en fait pour jouer sur les côtés. Dès que vous avez le ballon, même sans avoir fait le dribble, vous pouvez mettre un centre en retrait en espérant. Vous l'avez vu, quand vous voyez, c'est vrai que c'est une équipe qui est beaucoup plus très tranchante également dans les couloirs. Ouais. Et c'est surtout pour contrecarrer ces velléités offensives de l'équipe de Lesotho qu'on a proposé ce système pour le Bénin en un 4-2-3-1. Qui pourrait permettre aux écureuils de pouvoir surtout moucher les couloirs pour les obliger à évoluer de plus à l'intérieur du milieu de terrain.
Et en face, pour ce qu'on a concocté pour l'équipe de Lesotho avec le gardien de but titulaire Lichaba, qui est l'habitué de cette équipe, qui est titulaire de cette équipe de Lesotho avec une défense à 4, Mwakalazi, accompagné de Makepe qui, de son côté, est assisté de Matuele et de Celo pour les 4 en défense au milieu du terrain, juste placé devant la défense, Lebo Kolane, qui est lui aussi un habitué titulaire de cette équipe, l'un des expérimentés de cette équipe de Lesotho, et juste devant lui pour apporter du surnom au niveau de l'attaque, même si au milieu du terrain il fallait assurer la solidité pour empêcher les Béninois d'aller très vite. Il y a Koutlang qui évolue du côté du championnat du Lesotho. La majorité de ces joueurs évoluent dans le championnat de Lesotho avec Fotouane, Sekoa et puis Mazaobi, et à la pointe Serra, Bobang Serra, qui est lui un joueur qui évolue hors du territoire, surtout du côté du Nigeria avec Fontaine, avec ce système qu'on a pour cette équipe de Lesotho face à un système éventuellement, probablement en 4-2. En 4-2-3-1, est-ce que ça pourra pas empêcher les Béninois dans le développement de la jeu? Honnêtement, je pense pas. Sincèrement, si on doit se remettre dans les conditions, à savoir si les autos jouent dans ce système, dans un autre, ils prennent créer des problèmes, sincèrement, on n'en sortirait pas. Je pense sincèrement que le Bénin n'a rien à craindre. Ça, c'est mon avis. Exactement. Je pense qu'on n'a rien à craindre. Il faut jouer de façon libérée. Voilà. De toute façon, on est à domicile. Et qu'on doit aller en grand. On ne doit pas se poser des questions à savoir si les autos devraient nous faire peur. On n'est pas le Brésil, mais on est le Bénin. On a fait des résultats. Il faut apprendre à évoluer. Il y a quelques années, quand le Bénin jouait contre une nation, on n'était presque jamais favori. Presque jamais. Mais aujourd'hui, on est favori contre les autos. Parce qu'on a fait un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on a battu la Côte d'Ivoire, parce qu'on a battu le Gabon. On a battu l'Algérie. On change de statut. Donc, quand vous changez de statut, il faut assumer. Et assumer, c'est quoi? C'est reconnaître qu'avant le match, vous partez favori et que vous ne devez même pas considérer l'équipe adverse. Quand vous êtes favori, vous ne considérez même pas l'équipe adverse. Vous faites votre jeu. Vous considérez qu'en faisant votre jeu et en jouant à votre niveau, vous gagnez le match. C'est aussi simple que ça. Donc, le seul adversaire du Bénin aujourd'hui, c'est le Bénin lui-même. Si le Bénin joue à son niveau, met l'intensité nécessaire, je ne vois pas comment les joueurs du Lesotho peuvent nous poser de problème. Maintenant, si on ne met pas les ingrédients nécessaires pour faire un grand match, on pourrait commencer par se poser les questions à savoir, oui, est-ce que le Bénin est bon ou pas? Parce que souvent, on a eu des problèmes. On a vu contre la Gambie, on est allé à Banjul, on a pris la Gambie de haut, on a pris 3 buts à 0. On a gagné contre l'Algérie 1-0. On s'attendait à avoir une équipe du Bénin conquérante. Mais c'était une surprise. On a pris 3 buts. À la CAN contre la Guinée-Bissau, lors du deuxième match, après un très bon match contre le Ghana, un match où on devait gagner, on s'attendait quand même à avoir notre première victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un match nul. Parce qu'on n'a pas été au niveau. On n'a pas joué à notre niveau. Cette fois-ci, il faut qu'on joue à notre niveau. Et si nous jouons à notre niveau, je vois pas le problème. Je pense qu'on pourrait passer assez aisément. On a vu une équipe de Lesotho qui, défensivement, on a constaté, surtout lors du match contre le Nigeria, une équipe de Lesotho, où les joueurs ont un problème de placement, de positionnement, j'allais dire. Est-ce que le Bénin ne ferait pas aussi mieux de miser sur les joueurs du couloir pour aller très vite, provoquer dans les couloirs pour essayer d'envoyer des balles dans le dos de la défense? Fort heureusement, nous avons 2 joueurs de couloir qui sont quand même très fulgurants. Le point fort, c'est la fulgurance. On n'a pas un avant-centre de pointe capable de prendre la profondeur. Exactement. Mais nous avons des joueurs de couloir qui sont capables d'apporter de la fulgurance, que ce soit avec ou sans ballon. Il va falloir miser sur ça. Moi, j'ai toujours dit quand même, le système du Bénin est simple. Si nous jouons avec Steve Mounier, nous devons jouer pour Steve Mounier. Et la seule manière de jouer pour Steve Mounier, c'est de jouer avec des joueurs fulgurants sur les côtés, capables de lui apporter des centres en retrait. C'est le seul moyen. Parce que Steve Mounier, c'est pas Ronaldo. Steve Mounier, il viendra prendre les ballons à 40 mètres de ses buts, faire des dribbles et faire une frappe. Non, c'est un joueur de surface. Quand vous lui mettez les ballons dans la surface de réparation, il va marquer des buts. Donc, c'est le moment pour nous de profiter de ça, de demander à nos joueurs, que ce soit Jodel Dossou ou David Dikla, s'ils jouent, de jouer sur leur qualité. Parce que leur qualité, c'est ça. C'est la fulgurance. Beaucoup de fulgurance, beaucoup de centres en retrait. S'ils jouent à ce niveau-là,
honnêtement, je le répète, je ne vois pas pourquoi nous devrions avoir peur de nos autos. Pour des habitués, vous qui êtes un habitué des vestiaires, aujourd'hui, quand on se retrouve dans un contexte où on a des forfaits, on est à la veille d'un match aussi important, quel est souvent le discours des entraîneurs à l'endroit des joueurs? Essayez de faire comprendre à ceux qui sont là, en réalité, qui sont peut-être même, je dirais, c'est un mensonge, mais qui sont plus forts que ceux qui sont pas là. Il faut un jeu psychologique. Voilà, il faut leur faire comprendre qu'il n'y a rien en fait de grave. Voilà. Parce que si vous montrez à vos joueurs que les titulaires sont pas là et que vous êtes résignés et vous doutez ne serait-ce qu'un seul instant de la capacité de ceux qui sont là à faire le boulot, c'est terminé, vous êtes morts. Il faut juste prouver à ces gars-là qui sont là aujourd'hui, que ce soit les dicks là, qu'effectivement, il y a les secours qui sont pas là, mais en réalité, les secours, et vous, c'est le même niveau. Le même niveau. Si je vous mets pas, c'est parce que je fais des choix, mais en réalité, je vous trouve même peut-être plus fort que les secours. C'est seulement comme ça qu'on peut s'en sortir. Je suis sûr que Michel Lussier est en train d'expérimenter. Il aura le même discours. Bien sûr, on a déjà quelques rumeurs qui montrent que à l'hôtel, il est zen, il est serein et il essaie d'apporter cette sérénité à son groupe. Et c'est la sérénité là qu'on veut réellement pour l'équipe du Bénin face aux Lesotho le samedi prochain, match à disputer à 17h au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, et les arbitres de cette rencontre qui sont tous des Zambiens avec surtout à la tête l'arbitre central qui est l'un des ténors du continent, Yanissi Kajoué, qui est très habitué des rendez-vous sur Cotonou. On l'a vu surtout, je crois, c'était entre le match Bénin Togo, il était là, et comme vous le voyez à l'écran, ils ont été accueillis par le directeur des sports d'élite qui est un ancien arbitre international, Bonaventure Kofi Kodia. Ils ont été accueillis à l'aéroport. Vous le voyez, Yanissi Kajoué, qui est en bleu, la corse bleue sur la photo en image, les quatre arbitres qui sont à Cotonou pour cette rencontre importante qui va se dérouler le samedi prochain à 17h au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. On a eu la délégation, on dira les équipes vont passer demain le test Covid-19 avant bien sûr la rencontre, comme le veut le protocole. Il faut faire le test 48 heures avant la rencontre, et on attend bien sûr de voir ces résultats, en tout cas le test que les deux délégations, que ce soit du Bénin ou du Lesotho, d'aller passer le test, et on aura le résultat pour voir un peu ce que ça pourrait apporter dans cette rencontre, surtout quand on sait qu'on a enregistré du côté du Lesotho aussi des joueurs qui ont été testés positifs, alors qu'ils ont passé tout le temps ensemble à préparer la rencontre pendant pratiquement un mois. Est-ce que du côté on devrait avoir des inquiétudes? Oui, moi je suis inquiet. Honnêtement, je suis inquiet parce que tout peut arriver. De nous, on ne sait jamais. C'est vraiment là le danger. Parce que nos joueurs, ils ont été en contact avec, ils ont pris le vol, c'était pas un vol privé, hein, c'est un vol commercial qu'ils ont pris. Ils ont eu quand même des contacts avec des gens. C'est sûr qu'ils ont été testés à leur arrivée le dimanche ou le lundi dernier. Il n'y a rien, mais on ne sait jamais, honnêtement. Le temps évoluant. Voilà, le temps évolue. Ils sont dans un hôtel qui est très, très fréquenté par les étrangers. D'où la nécessité, on va revenir à un problème, d'avoir un centre d'entraînement. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas un centre d'entraînement, nous n'avons pas une base pour les écuries. On est obligé de loger dans les hôtels où tous les touristes vont. Donc, tout peut arriver parce qu'ils fréquentent les mêmes lieux que ces touristes-là, que ce soit la réception, que ce soit le restaurant. Donc, honnêtement, moi, j'ai peur. J'attends sincèrement de voir demain ce qui se passera, et j'espère sincèrement qu'il n'y aurait pas de joueurs atteints, parce que déjà, nous avons 4 joueurs clés. Si on met Stéphane 5, il ne faudrait pas qu'on perde encore certains joueurs. Et vous, surtout quand on a enregistré ces forfaits qui ne seront pas à Cotonou surtout, vous auriez souhaité savoir qu'on a eu beaucoup qui ont souhaité que l'entraîneur fasse appel à un Stéphane Cessaillon dans cet effectif, parce qu'on sait très bien qu'il est un élément essentiel pour l'équipe. À votre avis, dans votre position, est-ce que vous trouvez réellement utile, ou l'entraîneur aurait dû mieux faire de faire appel à Stéphane Cessaillon pour cette rencontre? Honnêtement, c'est pas normalement mon rôle de dire qu'il doit faire appel à Stéphane ou pas. Mais Stéphane aurait pu nous aider. Mais le souci est-ce que Stéphane a tout fait pour être là? Parce que c'est ça le problème. Michel Lussier, il a établi ses principes. Il a dit, pas de club, pas de sélection. Il a établi ses principes. Mais Stéphane, c'est pas n'importe qui. Stéphane, c'est le meilleur joueur, pour moi, de l'histoire du football béninois.
Et actuellement, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale. Mais malheureusement, Stéphane Senami, je trouve qu'il a quasiment rien fait pour être indispensable à cette équipe du Bénin. C'est ça le problème. Parce que être capitaine d'une sélection, c'est pas juste attacher la liane autour du bras le temps des 90 minutes que dure un match. Non, c'est pas juste ça. Capitaine d'une sélection, c'est un poste politique. C'est un poste politique qui vous oblige à faire des choses en dehors du terrain. Stéphane, il a tout fait bien sur le terrain. Comme je l'ai dit, meilleur joueur, meilleur buteur. Il a tout fait bien sur le terrain. Par contre, en dehors du terrain, je trouve qu'il n'a rien fait. C'est un capitaine d'une équipe nationale. Il y a souvent 4 critères que vous devez respecter. Que ce soit celui social, économique, politique et médiatique. Mais Stéphane, je peux dire, il a rien respecté de tout ça. Parce qu'au niveau social, un capitaine d'une sélection, j'aurais voulu entendre chaque année Fondation CC1 qui donne qui fait telle œuvre, j'entends pas ça. C'est déjà une erreur. Au niveau économique, j'aurais bien voulu entendre qu'on dise à chaque fois, si je passe à Culture Océ, voilà l'immeuble de Stéphane CC1, ou voilà l'entreprise de Stéphane CC1 qu'il a créée et qui a créé des emplois. Tout ça, ça joue sur la mentalité des supporters, des gens qui vous regardent à la télévision et qui vous supportent, qui auraient pu à un moment donné, s'il y a une certaine injustice envers vous, même si là je ne considère pas qu'il y a une injustice, qui pourraient se lever et dire, mais non, vous ne pouvez pas faire ça à notre capitaine. Ça c'est 2 volets, il n'a pas respecté. Le 3e volet, je prends le volet médiatique. Les journalistes béninois, dans leur ensemble au Bénin, je ne sais pas s'il y en a 2 qui ont le numéro de Stéphane Cesser. C'est pas possible. C'est pas possible, ça se fait pas. Pire, je parle même de la presse européenne. Je laisse la presse africaine, je parle de la presse béninoise, je parle de la presse européenne. Que ce soit Verdon, Mounier, Poté, même le petit derrière Lagbé, tous sont passés en France sur Canal+, sur Talent d'Afrique. Le capitaine de la sélection béninoise, il est où? On l'a pas vu. Pourquoi? C'est pas la faute à Canal+, c'est la faute à Stéphane Cesser. Ça, c'est le 4e point au niveau médiatique. Sur le plan politique, là aussi, il n'a rien fait. Parce que, est-ce que vous pensez sincèrement que Samuel Eto'o ou Didier Drogba, à l'époque où il jouait, s'il se retrouvait sans club entre 2 mercatos, un entraîneur aurait pu oser ne pas les appeler à la sélection nationale? Mieux récemment avec Emmanuel Adebayor. Il a été appelé. Ça va être compliqué. Si vous aviez les bons contacts politiques, parce que c'est un jeu. Ce n'est pas seulement au Bénin, je dis dans le monde entier. Les politiciens se servent du sport. À chaque fois qu'il y a de bons résultats, même quand dans le pays ça va mal, ils savent très bien que les résultats d'une sélection nationale peuvent amener le peuple à être euphorique et à oublier un temps soit peu les problèmes. Donc, puisque les politiciens se servent de ça, les footballeurs, surtout en l'occurrence les capitaines, qui ont beaucoup plus de voix, devraient aussi se servir de ça. En anglais, on dit l'état politique. Ça veut dire c'est la politique l'État. Vous avez le pouvoir, vous ne l'exercez pas, mais on sait que vous l'avez. Et les politiciens savent que vous l'avez. Stéphane, il n'a pas profité de ça. Parce qu'ailleurs, un président de la République, un ministre, on aurait pu dire à Dussuyer gentiment, M. Dussuyer, c'est vrai, il n'a pas de club, mais faites un effort. Mais on a vu, c'est beaucoup plus avec les joueurs africains qu'on voit souvent impliqués dans la politique. Est-ce qu'il était réellement obligé? Oui, je le dis, capitaine d'une sélection, c'est un poste politique. C'est un poste politique. Parce que Didier Drogba, en 2005, quand la Côte d'Ivoire était dans les tourments et tout ça, après leur qualification historique au Soudan à Khartoum, il s'est agenouillé avec tous les autres derrière lui. Ils ont dit, pardonnez, arrêtez la guerre. Quelques mois après, il était dans le conseil, de réconciliation formé. C'est un footballeur, c'est pas un politicien. Il a dit, non, Samuel Eto'o-Fils, quand il y a un problème au Cameroun, quand il part, vous êtes sûr que Paul Biya, il entend parce que Samuel Eto'o-Fils dit? Hier à Samoa, on l'a vu dernièrement, il a refusé parce qu'il a retiré le brassard, il a refusé d'aller à la fédération. Le président lui dit, écoute petit, tu dois aller en Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas le choix, il y va. C'est pas seulement en Afrique. Je vais vous ramener en 1978. Johan Cruyff, à l'époque, un des meilleurs joueurs au monde, qui sortait d'une Coupe du Monde 74 contre l'Allemagne, perdu contre l'Allemagne. Il était la star. Dans le monde entier, c'était la star. Il devait aller en Coupe du Monde en 78 en Argentine. Il dit quoi? Il dit, moi, je ne vais pas en Coupe du Monde. Pourquoi? Il s'est engagé politiquement. Parce qu'à l'époque, en Argentine, il y avait une dictature féroce qui sévissait avec Juan Carlos Videla, qui était le président. Il y avait une grosse dictature. Il dit, moi, je ne joue pas dans un pays où il y a une dictature, la Coupe du Monde. Il a refusé d'aller en Coupe du Monde parce qu'il y avait une dictature dans un pays. Ça, c'est un capitaine engagé. Donc, un capitaine, c'est pas seulement en Afrique que les capitaines sont engagés, c'est dans le monde entier parce que le football et la politique sont ensemble. Une chose est sûre, aujourd'hui, malheureusement, que ce soit de l'engagement ou non, Stéphane Cesser ne sera pas là pour le match du 14 novembre prochain. On est à quelques jours de cette rencontre. C'est l'état-major des deux équipes, c'est la concentration totale.
Vous, en tant que joueur, ancien joueur, quand on sait qu'on a surtout besoin de l'appui du public pour gagner ce genre de match, en regardant droit dans la caméra, quel est votre message à l'endroit de ce public qui est appelé, même si c'est un nombre réduit, à accompagner l'équipe nationale le samedi prochain? Mon appel, il est simple. C'est que le public déjà se déplace, qu'on puisse faire les 3000. On n'a pas le droit de dépasser 3000, mais qu'on puisse avoir 3000 spectateurs. Et en même temps qu'on puisse faire du bruit. Parce qu'un stade de 15 000 places avec 3000 personnes, ça sonne creux. Donc, j'exhorte sincèrement la population de Porto-Novo, environ, de faire le déplacement au stade parce que nous sommes dans un tournant. Si nous ne gagnons pas ce match-là, ça va être très très compliqué. Il va falloir prendre les 3 points ici, ce qui donnerait beaucoup plus de confiance aux joueurs afin qu'ils aillent au Lesotho et nous ramener 3 points, à défaut, 1 point. Donc, on a besoin du public de Porto-Novo pour faire le bruit samedi prochain au stade afin que les écuries puissent gagner ce match. Je n'oserais pas vous demander votre pronostic, hein, si c'est sûr. On le sent, vous souhaitez la victoire du Bénin, mais pas forcément vous demander de faire des pronostics parce que souvent beaucoup n'aiment pas. Je suis pas fort. Honnêtement, je ne le fais jamais parce que je suis pas fort. Exactement. Et c'est sûr, votre message à l'endroit du public que nous allons mettre fin à ce numéro de Sport Time. On dit merci à Ameda Vianou à la réalisation et William Alisoutin pour la coordination générale pour cette émission que vous allez retrouver sur notre site internet www.precisionsport.com. On se retrouve mercredi prochain, sinon déjà le samedi pour la rencontre Bénin-Lesotho qui se joue à 17h et nous on va se retrouver le mercredi prochain à 16h pour l'après-match.